au-delà de ça, pour moi, ce qui est peut-être plus essentiel, ce sont les valeurs du judaïsme et les valeurs que nous ont léguées l'histoire juive, devraient peut-être nous emmener à avoir une politique un tant soit peu plus généreuse envers les demandeurs d'asile et les réfugiés, d'où qu'ils viennent. Par amour de l'humanité, par chemla, par miséricorde, pour finalement concrétiser la vocation d'Israël qui est d'amener l'humanité entière à cesser le système de la guerre. Il n'y a pas de choix que de renforcer dans un premier temps la nation d'Israël et de ne pas qu'elle ne soit pas envahie et donc qu'elle perde son identité et qu'elle perde sa vocation. Bonjour et merci de nous rejoindre pour le débat de la semaine. Aujourd'hui, nous allons parler de la guerre en Ukraine et plus particulièrement des réfugiés non-juifs ukrainiens. L'État d'Israël doit-il accueillir tous les réfugiés qui demandent à venir en Israël? C'est la question de ce débat. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet et de vous présenter les participants à ce débat, un petit rappel en chiffres et en images. Depuis le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, près de 3 millions d'Ukrainiens ont décidé de fuir leur pays. 3 millions de réfugiés qui ont été dans un premier temps accueillis dans les pays frontaliers avec l'Ukraine. Et très vite, la question de l'entrée des réfugiés non-juifs ukrainiens s'est posée en Israël. Le ministre de l'Intérieur, Ayelet Shaked, a fixé un quota. 25 000 Ukrainiens auront le droit d'asile, ce qui veut dire 5 000 nouveaux réfugiés qui viendront s'ajouter aux 20 000 déjà vivant en Israël. Mais des voix au centre et à gauche se sont élevées demandant la libre entrée de réfugiés. Rappelant la tragédie du peuple juif pendant la Shoah, Yair Lapid a déclaré que l'État d'Israël avait un devoir moral d'accueillir le plus grand nombre de ressortissants ukrainiens. Entre l'urgence humanitaire et le danger identitaire que constitue l'entrée de réfugiés dans l'État hébreu, quelle doit être la politique d'Israël? C'est la question du débat de cette semaine. Et nos invités aujourd'hui sont le Rav Yosef Ben Shushan. Rav Ben Shushan, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du mouvement Ose les Israël. Nous sommes aussi avec Maître Jean-Marc Liling, avocat spécialisé sur les questions de migration et d'asile en Israël. Vous êtes aussi ancien directeur du CMI, qui était le Centre international de migration et d'intégration. Maître Liling, bonjour. Bonjour. Alors, on va commencer avec vous, justement, Maître Liling, et je vais vous demander, que pensez-vous des déclarations de la ministre de l'Intérieur, Ayelet Shaked, qui a limité, en fait, à 25 000 le nombre de réfugiés ukrainiens en Israël? Écoutez, d'abord, elle a fait plusieurs déclarations qui se rajoutent les unes aux autres, pas de manière cohérente. Donc, c'est pas clair exactement quelles sont les limites et si ces limites qu'elle s'impose ou qu'elle impose à l'État d'Israël sont peut-être appelées à évoluer plus tard dans le temps. De manière générale, ce qu'on peut dire, c'est que Ayelet Shaked, en tant que ministre de l'Intérieur, et la politique d'Israël ces 10-15 dernières années vis-à-vis des demandeurs d'asile qui souhaiteraient être reconnus en tant que réfugiés en Israël, que cette politique est extrêmement restrictive, une des politiques les plus restrictives au monde, et que les ministres, on va dire de droite, pour parler au sens politique, ont toujours eu une attitude qui consistait à dire, en gros, si quelqu'un n'est pas juif, ils n'ont pas trop le droit de citer en Israël. Certainement s'ils sont des migrants non juifs. Et pour dire les choses simplement, Israël n'a jamais vraiment eu de politique d'immigration envers les non juifs. Bien entendu, on est un pays d'immigration et l'Aliyah est un des piliers fondateurs de l'État d'Israël et reste une des valeurs principales de la société israélienne, donc l'immigration des Juifs, entendue dans un sens large évidemment, parce que la définition de qui est juif au regard de la halakha et qui est juif au regard de la loi du retour qui autorise l'immigration des non-juifs, des juifs vers Israël, est évidemment très très différente. Ouais, c'est pas le débat d'aujourd'hui par contre. Extrêmement restrictive. Et vous le regrettez, vous le regrettez que l'État d'Israël n'ait pas une véritable politique concernant les réfugiés, que ce soit des réfugiés d'Ukraine ou d'autres pays? D'abord, il faut dire que je regrette qu'il n'y ait pas de politique, parce qu'un pays souverain comme Israël, qui s'ouvre au monde et qui fait
demande spécifiquement à des travailleurs non juifs de venir travailler en Israël pour des périodes limitées, et qui souhaite faire venir des touristes et qui souhaite avoir des échanges avec le monde entier, on se doit aussi d'avoir une politique d'immigration aussi restrictive qu'elle puisse être. Donc il y a déjà cet aspect-là. Après, la question des réfugiés, l'attitude d'Israël envers les réfugiés, d'abord en tant que pays qui est signataire de la Convention sur le statut des réfugiés et a été un des premiers pays et aussi un des pays qui a ratifié cette convention. Et au-delà de ça, pour moi, ce qui est peut-être plus essentiel, ce sont les valeurs du judaïsme et les valeurs que nous ont léguées l'histoire juive, devraient peut-être nous emmener à avoir une politique un tant soit peu plus généreuse envers les demandeurs d'asile et les réfugiés, d'où qu'ils viennent. Alors justement, Rav Ben Shushan, Jean-Marc nous dit qu'Israël a un devoir moral, en quelque sorte, en raison de l'histoire du peuple juif et de son passé, de recevoir les réfugiés qui désirent venir en Israël. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y ait là une question de morale, d'éthique, on va dire pratiquement d'éthique juive ? Sans aucun doute, il a raison. Et ça fait énormément plaisir de voir qu'il est fidèle au fondement de la morale du peuple d'Israël. Il est dit à propos d'Akadosh Baruch Hu, Tov Adonai lakol, rachamav al kol ma'asav. Dieu est bon pour tout, pour tous, et sa miséricorde est envers toutes ses créatures. Et le peuple d'Israël étant, disons, le dévoilement optimal du divin, et bien lui aussi, le peuple d'Israël est bon pour tous, et sa miséricorde est pour toutes les créatures. Et donc évidemment, face au théâtre horrible qu'on est en train de voir en Ukraine, on ne peut pas ne pas être en compassion envers la souffrance de toutes ces pauvres personnes qui sont obligées de fuir leur pays. Donc on ne peut pas rester sans réaction face à ce théâtre horrible, je dirais. Donc ça, c'est une manière de voir les choses qui, sans aucun doute, est très fondée dans le judaïsme. Mais n'oublions pas la vocation du peuple d'Israël, qui est véritablement d'apporter le bien à l'humanité entière. Mais ceci, en aucun cas, ne peut se faire à l'échelle individuelle. Tel qu'on le voit au début de la Bible, Akadosh Baruch Hu s'adresse à Avraham Avinu, va vers ta terre, je ferai de toi un grand peuple, et de cette manière, ça apportera le bien à l'humanité entière. Donc, pour fonder sur cette base morale, d'apporter le bien à l'humanité entière, il faut édifier le peuple d'Israël sur sa terre, l'État d'Israël. Et quand on parle de l'État d'Israël, ce n'est pas seulement ramasser des juifs ça et là, c'est que l'État d'Israël soit véritablement la plateforme de l'idéal du peuple d'Israël. Et pour ce faire, donc, il faut préserver l'identité du peuple d'Israël. Maintenant, évidemment que toujours on dit que la qualité et l'identité est bien plus importante que la quantité, mais il y a malgré tout une masse critique. Ça veut dire que si finalement affluent ici tous les humains du globe terrestre, on perdra notre identité. C'est-à-dire que vous voyez, et on perdra notre vocation. Et donc, d'AFCA, par obligation morale, nous sommes obligés de garder l'identité du peuple d'Israël. Donc, laisse-moi terminer, 2 minutes. Évidemment que momentanément, ceux qui souffrent, il faut leur ouvrir les portes et les sauver. Mais ça ne veut pas dire les intégrer à long terme. Momentanément, évidemment que oui. C'est-à-dire que vous voyez dans la venue de réfugiés ou d'habitants, de personnes qui vont habiter en Israël, qui ne sont pas juifs, un danger pour l'identité. Évidemment. Évidemment. Qu'est-ce que vous en pensez, Jean-Marc ? Moi, je viens, on va dire, du terrain. Je côtoie les migrants et surtout les réfugiés venus d'Afrique qui sont là depuis maintenant, pour la plupart, plus de 10, 12, 13 ans. Et donc, dans cette connaissance que j'ai de cette population et des gens qui sont vraiment devenus, on va dire, des amis, ça influence bien entendu mon attitude. D'ailleurs, je crois que la pensée juive, et le Talmud en tout cas, est avant tout casuistique. On ne prend pas de grandes catégories, on ne dit pas les juifs ou les non-juifs, on parle de situations humaines dans toute leur complexité. Et donc moi, c'est de cette complexité que je pars pour regarder la situation. Et je vais vous dire que moi, les Soudanais, les Érythréens que j'ai appris à connaître ces 10, 15 dernières années, ce sont des gens d'abord qui ont appris l'hébreu extrêmement rapidement, qui, si on les autorisait à le faire, s'engageraient dans l'armée directement,
qui sont des gens qui partagent nos valeurs, ce sont soit des chrétiens ou des musulmans, mais venus de sociétés traditionnelles. Souvent, j'ai remarqué, je porte la kippa, et que les gens viennent me voir, moi, plutôt qu'un autre, parce que je porte la kippa et qu'ils comprennent que je représente quelque chose, que ce soit Emouna, la croyance en Dieu et le monde des mitzvot, mais c'est des choses auxquelles ils peuvent facilement s'identifier parce qu'ils viennent de sociétés traditionnalistes. Alors après, qu'est-ce que ça veut dire intégrer ou ne pas intégrer? Oui, je crois que le Rav Ben Shushan et moi, on est d'accord sur le fait que des gens qu'il s'agit de sauver, il faut sauver. Est-ce que la question se pose en effet? Est-ce qu'on leur donne les possibilités de rester ici à plus long terme et de s'intégrer? Je crois que même la tradition juive a différentes opinions qui sont assez nuancées là-dessus. Mais moi, je crois que de manière générale, mon travail m'a amené à me poser les questions de qu'est-ce qui consiste l'identité israélienne. Et là, elle n'est pas simplement le cadre stricto sensu de la judéité. Et je dois dire que moi, je me sens à l'aise et je ne me sens pas menacé par des dizaines de milliers de non-juifs à partir du moment où, en effet, les raisons pour lesquelles ils sont venus ici sont des raisons, c'est persécution ou pour sauver leur vie, et à partir du moment aussi qu'on partage des valeurs. Il y a de fait disons peut-être une gémelléité qui se crée à partir du moment où ils sont en présence, habitant en Israël. Et on ne peut pas avoir la même attitude en vivant en Israël où la culture juive, pour ne parler que d'elle, est complètement, et celle qui dessine la culture nationale de ce pays. Maintenant, peut-être que je ne parlerai pas de la même manière s'il s'agissait de centaines de milliers de personnes. Je crois que la démographie, la question démographique est extrêmement importante. On ne peut pas la nier du tout. Mais aujourd'hui, je regrette que des personnes, des responsables comme Ayelet Shaked ne parlent que de démographie et ne parlent pas de valeurs juives et des choses qui feraient l'honneur de l'État d'Israël en tant qu'État juif. Shushan, vous voulez répondre? Ken, je suis tout à fait d'accord de ce qu'il dit. Le seul problème, c'est que le peuple juif, ce n'est pas une idéologie. C'est un peuple. C'est une famille, c'est une nation qui a été choisie par Dieu, plus exactement qui a été créée par Dieu. Et ce n'est pas en ayant les mêmes valeurs qu'on appartient au même peuple. La seule possibilité de franchir le pas de la porte, c'est le Giour Ka'alacha. Et je suppose que ce n'est pas leur intention d'intégrer le peuple d'Israël au point de vue du Giour. Donc évidemment que si, à longue échéance, par trop de bons cœurs juifs, on serait submergé par tous les gens qui souffrent dans le globe terrestre, on peut l'effacer l'État d'Israël et toute la vocation du peuple d'Israël qui est d'amener le bien à l'humanité. Donc, par responsabilité envers l'humanité entière, et c'est ça la vocation du peuple d'Israël, on doit mettre l'accent très très fort d'Afka sur la tendance nationale et la restriction parfois. On n'a pas le choix, on peut bien que notre cœur pourrait s'ouvrir à tous, mais pour le bien de l'humanité entière, on doit conserver la particularité du peuple d'Israël, et ceci c'est... On n'a pas le choix, c'est ne pas être envahi par d'autres personnes. Même si l'histoire du peuple juif, qui a été persécuté lui aussi, qui a vécu des choses que vivent aujourd'hui les Ukrainiens, qui sont peut-être, qui ne sont pas acceptées dans tous les pays, est-ce qu'on ne devrait pas faire preuve de plus de miséricorde peut-être aujourd'hui? D'abord, ce parallélisme m'exaspère parce qu'ils ne subissent pas la Shoah. Il n'y a aucune intention de Poutine d'exterminer tous les Ukrainiens. Tout ce qu'il veut, c'est avoir la souveraineté du pays pour des raisons politiques et militaires. Donc le parallélisme ne rend pas du tout en ligne de compte. D'autre part, il faut savoir qui sont les Ukrainiens. Nous, on est des Juifs, donc on n'est pas rancuniers, mais n'oublions pas que les Ukrainiens, c'est le peuple qui a le plus massacré le peuple juif pendant 1000 ans. Et donc la miséricorde aussi a ses frontières. Quand les Allemands sont arrivés en Ukraine, ils n'ont pas eu besoin d'enseigner aux Ukrainiens comment faire souffrir les Juifs, ils pouvaient être leurs élèves. Et ceci pendant 1000 ans. Donc aujourd'hui, ils lèvent la carte, nous on est les amis des Juifs, on sait très bien que c'est un mensonge, et malgré tout, on vient à leur secours. On sait très bien que même du point de vue politique, ces 3 dernières années, à l'ONU, il a toujours voté contre Israël et pour la cause palestinienne.
Donc aujourd'hui, c'est quelque chose qui doit comme ils rentrer sont en détresse, donc ils jouent la carte, disant des amis Est-ce que c'est d'Israël. quelque chose qui doit rentrer en compte dans le fait de savoir si on doit les accepter ou pas? Non. Pour le peuple d'Israël, non, parce qu'on n'est pas rancunier, on aime tout le monde. Malheureusement, des fois, on est mahmirim en ahava, même à notre détriment. C'est notre péché mignon, disons. Mais on ne peut pas se laisser aller seulement selon le sentiment. Il faut que la raison gère la situation. Et je répète, pas par intérêt chauvin national, d'Afka par responsabilité universelle. Ceci doit se faire par l'intermédiaire de la nation d'Israël. C'est le plan divin, on ne peut pas aller à l'encontre, et toutes les autres explications sont des explications humaines qui ne pèsent pas leur poids devant le plan divin. Maître Lilling, vous voulez rajouter quelque chose? Je vais juste dire que du point de vue de ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine, d'abord, si on doit faire référence aux sources juives, c'est pas seulement l'attitude envers l'étranger, envers le guerre qui devrait faire référence, mais c'est plus la question du Lotasgir Eved El Adonav, qui est peut-être le texte adéquat sur lequel on doit se baser. Et là, toute une littérature s'est développée autour de ça, et je crois que ça peut être un point de vue intéressant. Mais j'aimerais quand même dire que les Ukrainiens, d'abord, il y a peut-être une différence un peu artificielle qui est faite entre ceux qui sont Zakaï Chokashvut, qui peuvent monter selon la loi du retour, qui pour la grande majorité ne sont pas juifs alariquement et qui pour la grande majorité d'entre eux sont peut-être même très éloignés de leur judéité et de leur judaïsme, et ceux qui seraient reconnus éventuellement ou accueillis en tant que réfugiés pour un temps minimum, mais de toute façon, ceux-là, ils ne viendront pas en Israël en masse parce qu'ils sont accueillis en Europe, avec des droits assez généreux de manière directe. Et moi, je préfère regarder la situation encore. Quelle est notre possibilité d'intégration, même pour une période limitée? Qu'est-ce que ces migrants, ces réfugiés pourraient éventuellement gagner en étant en Israël, même pour une période limitée? Je crois que de fait, les personnes qui passent leur temps en Israël et qui ont le privilège d'être accueillis par la société israélienne, qui est une société très humaine, très généreuse et relativement ouverte. Après, ils sont aussi ceux qui sont peut-être le mieux à même de devenir des ambassadeurs d'Israël dans leur pays ou en Europe ou ailleurs. Et je crois qu'il faut envisager les choses aussi de cette manière-là. Les questions d'identité sont dynamiques et nos rapports au monde sont aussi dynamiques. Je crois qu'on doit être à l'honneur du destin d'Israël en faisant preuve de plus de générosité. Maître Lilling défend aussi l'honneur d'Israël, en fait, comme vous. Sans aucun doute. Mais ce que tu as mentionné concernant Al-Tasgir et Eved Adonav, c'est exactement la problématique. Est-ce que c'est une morale de l'individu ou la morale au niveau du collectif? Eh bien, très souvent, ça ne va pas de manière parallèle. Au niveau de l'individu, Chayecha Kodmim, etc., au niveau du collectif, on voit l'intérêt du groupe, bien que parfois ça vienne au détriment de l'individu, même au sein même d'Israël, à plus forte raison quand il s'agit des individus qui sont dehors d'Israël. Donc l'intérêt du collectif d'Israël, encore une fois je répète, le nationalisme d'Israël n'a aucune commune ressemblance avec le nationalisme des autres nations. Il ne cherche pas seulement son propre intérêt, il a été créé par Dieu pour l'intérêt universel. Donc encore une fois, par amour de l'humanité, par chemla, par miséricorde, pour finalement concrétiser la vocation d'Israël qui est d'amener l'humanité entière à cesser le système de la guerre. Il n'y a pas de choix que de renforcer dans un premier temps la nation d'Israël et qu'elle ne soit pas envahie et donc qu'elle perde son identité et qu'elle perde sa vocation et que tout le plan divin ne réussisse pas à cause d'un accident passager. Maître Lilling, un dernier mot avant de laisser Rav Ben Shushan de conclure. Je crois juste que ce que je crains, c'est pas forcément ce que dit le Rav Ben Shushan, mais ce que je crains, c'est que cette attitude nous mène de plus en plus, et c'est souvent le cas en Israël, d'avoir une mentalité de forteresse qui nous permette pas d'entendre les cris, les supplices de ceux qui sont en dehors de notre forteresse. Et je trouve que, en tout cas, on doit être capable d'entendre, d'écouter
et de faire preuve de sollicitude. Et je crois qu'on ne sera pas perdant au compte. Je crois qu'au contraire, ça peut renforcer le peuple d'Israël en Eretz Israël. Ben Shushan. Sans aucun doute, c'est ce que je dis tout le temps, notre nationalisme ne ressemble pas au nationalisme des autres nations, donc on ne risque pas d'arriver à une forteresse par notre nature même. C'est vrai que malheureusement, le sionisme laïque a été calqué sur le nationalisme laïque, calqué sur le nationalisme des autres nations, mais ce n'est pas le nôtre, et notre rôle est de le faire évoluer vers le véritable nationalisme. Et c'est ce qu'on veut faire, ce qu'on espère faire très prochainement, Bezrat Hashem, dans la Knesset. Très bien. En tout cas, on a débattu de ce sujet important et c'était des idées très intéressantes que vous avez apportées chacun. Merci en tout cas d'avoir participé à ce débat. Maître Liling, Rav Ben Shushan, merci beaucoup. Merci pour votre invitation. Shalom, shalom.